Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 10 mai. L'Iran annonce avoir répondu à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient via le médiateur pakistanais, une réponse axée sur la fin de la guerre sur tous les fronts. Le chef du commandement iranien des forces armées, Ali Abdullahi, rencontre le guide suprême Mojtaba Khamenei, donnant de nouvelles directives et orientations pour la poursuite des opérations visant à affronter l'ennemi. Sahara occidental, le Front Polisario célèbre son 53e anniversaire, symbolisant pour le peuple sahraoui plus d'un demi-siècle de lutte politique et de résistance pour l'autodétermination. Dans le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine accuse les soutiens de l'Ukraine d'être responsables de la prolongation du conflit, soulignant que cela touchait à sa fin. Et puis culture, à Batna, dans l'est de l'Algérie, le 6e festival cinématographique international Emadrassen ne se contente plus de salles obscures et s'invite à Ngaouz pour une escale chargée d'histoire. Bonsoir à tous. L'Iran a annoncé ce dimanche avoir répondu à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. La réponse iranienne, transmise via le médiateur pakistanais, est axée sur la fin de la guerre sur tous les fronts, en particulier au Liban, et sur la garantie de la sécurité de la navigation maritime, selon la télévision d'État iranienne. Et le chef du commandement iranien des forces armées, Ali Abdullahi, a rencontré le guide suprême Mojtaba Khamenei. Selon la télévision d'État iranienne, le guide suprême iranien a donné de nouvelles directives et orientations pour la poursuite des opérations visant à affronter l'ennemi, notant un niveau de préparation élevé. Le chef du commandement iranien des forces armées lui a aussi assuré de la pleine disponibilité des forces iraniennes à défendre les idéaux de la révolution islamique. De son côté, le porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien a mis en garde ce dimanche les États-Unis contre toute attaque visant des navires dans les eaux du Golfe, affirmant que la retenue de l'Iran avait pris fin. Ebrahim Razaei a promis une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases américaines en cas d'attaque visant des navires iraniens. Et la marine iranienne a officialisé le déploiement de sous-marins de fabrication locale dans le détroit d'Ormuz pour renforcer la surveillance des navires de guerre étrangers. Le commandant Shahram Irani a confirmé que ces unités légères, appelées Dauphins du Golfe, avaient réalisé des manœuvres de démonstration avant d'entamer leur mission opérationnelle, précisant que l'opération visait à affirmer la souveraineté maritime et la capacité d'interception de Téhéran dans cette zone hautement stratégique. Nos sous-marins légers de fabrication nationale, conçus pour répondre aux menaces actuelles, ainsi qu'à nos capacités et besoins opérationnels, sont actuellement positionnés au fond de la mer dans les eaux du détroit d'Ormuz. Ils sont en phase de déploiement et en état d'alerte maximale. Le maintien en immersion profonde dans les eaux d'Ormuz sur de longues durées, ainsi que la capacité d'interception et de destruction de divers types de navires ennemis, figurent parmi les compétences opérationnelles des sous-marins, Dauphins du Golfe relevant des forces navales de l'armée. L'armée iranienne qui a mis en garde ses ennemis contre d'éventuelles erreurs de calcul après avoir déployé des sous-marins légers dans le détroit d'Ormuz, les prévenant qu'ils se heurteraient à des opérations inédites comprenant des équipements plus performants et plus récents.
Aujourd'hui encore, nous avertissons l'ennemi que s'il recourt une fois de plus à l'agression et commet une fois de plus une erreur d'appréciation, comme ce fut le cas par le passé et dont il subit aujourd'hui les conséquences, il sera confronté à des options inattendues. Outre la détermination et la volonté de nos collègues et camarades des forces armées, ces options comprendront un équipement plus performant, des méthodes de guerre renouvelées et surtout de nouveaux champs de bataille. Autrement dit, la guerre se déroulera sur un terrain que l'ennemi n'avait pas anticipé. Désormais, les pays qui emboîteront le pas aux États-Unis en imposant des sanctions contre la République islamique d'Iran auront certainement des difficultés à traverser le détroit. Et toujours selon le général Mohamed Akramania, la victoire se définit par l'atteinte des objectifs politiques et stratégiques initiaux. L'ennemi n'a atteint aucun de ses objectifs prédéterminés. Il a été vaincu dans cette guerre. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les guerres modernes sont analysées en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Quel camp a triomphé et quel camp a été vaincu? Même si aujourd'hui, on analyse aussi souvent la situation de manière relative et qu'il est peut-être impossible de parler de manière absolue. Qu'il s'agisse d'une analyse absolue ou relative, si l'on considère que l'ennemi n'a atteint aucun de ses objectifs prédéterminés, il a subi une défaite et un échec décisif. Entre-temps, c'est en mer que les attaques se multiplient alors que le détroit d'Ormuz continue de faire l'objet d'un bras de fer entre Washington et Téhéran malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. Le ministère qatari de la Défense a rapporté qu'un navire de commerce en provenance d'Abu Dhabi avait été la cible d'une attaque de drone ce dimanche au large de Massaed, indiquant que l'intervention rapide des autorités avait permis de maîtriser un incendie mineur à bord, ne déplorant aucune victime ni dégâts majeurs. Le bâtiment a pu reprendre sa route sous escorte sécurisée. De son côté, le ministère koweïtien de la Défense a annoncé la neutralisation ce dimanche à l'aube de plusieurs drones ayant violé son espace aérien. Les unités de défense aérienne ont intercepté ces cibles dès leur détection, appliquant rigoureusement les protocoles d'engagement pour garantir la souveraineté nationale. Le colonel Saoud Abdelaziz Al-Atwan a réaffirmé la pleine disponibilité des forces armées face aux menaces régionales, soulignant que cette opération soulignait la vigilance du pays pour protéger son territoire et ses citoyens dans un contexte de sécurité tendu. L'Iran qui a fixé les conditions de sa participation à la prochaine Coupe du Monde prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la Fédération de football iranienne, Mahdi Taj, a affirmé dans un entretien diffusé hier soir à la télévision d'État que si son pays n'y participait pas, il perdrait un atout diplomatique majeur. La veille, ce dernier avait fixé 10 conditions pour que l'Iran participe au Mondial 2026, réclamant des garanties sur le traitement réservé au pays, parmi elles l'octroi de visas, le respect du staff, du drapeau iranien et de l'hymne national, ainsi qu'un haut niveau de sécurité dans les aéroports, hôtels et sur les trajets menant au stade où l'équipe jouera. La crise énergétique exacerbée par les tensions au Moyen-Orient et une dépendance accrue aux importations de carburant a provoqué une chute de la production industrielle et une perturbation de la vie quotidienne dans nombre de pays. Au Bangladesh, les files d'attente devant les stations-service s'allongent de plus en plus, notamment dans la capitale Dhaka. Amal Amzian-Zitouni. C'est en file indienne que ces propriétaires de motos vont se réapproprier en carburant. À pied, Tariq Lislam, chauffeur de covoiturage, pousse sa moto vers une station-service. Faire son plein est devenu un vrai travail de patience dans la capitale bangladaise.
Si cette situation perdure, nous devrons retourner dans notre village et trouver un autre moyen de gagner notre vie. Il est impossible de survivre à Dacca en faisant du covoiturage dans ces conditions. Islam s'est mis à faire du covoiturage à moto pour joindre les deux bouts après avoir perdu toutes ses économies. Son entreprise de vêtements a dû fermer suite à des difficultés économiques. Près de 3 mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, le Bangladesh est durement frappé par la crise énergétique. Du fait qu'il importe 95% de ses besoins essentiellement des pays du Golfe. Une crise qui met en péril l'industrie du prêt-à-porter, colonne vertébrale de l'économie du Bangladesh. Les matières premières comme les fils à broder, les sacs en polyéthylène et les cartons sont dérivés du pétrole. Or, la pénurie de ces matières premières a engendré une crise. Par conséquent, tous les fournisseurs ont augmenté leurs prix pour les fils à broder, les sacs en polyéthylène et autres accessoires de confection. De ce fait, les coûts d'exportation des vêtements ont considérablement augmenté au cours du dernier mois. Selon le président de la Chambre de l'industrie du Bangladesh, les exportations vers l'Europe et les États-Unis pourraient subir un net recul. Les livraisons ont chuté de 5% à 13% ces derniers mois. Et la crainte que les clients ne perdent confiance dans la capacité du Bangladesh à honorer ses engagements augmente. Le pays se trouve à un tournant critique où le manque de diversification énergétique et le poids de subventions aggravent sa vulnérabilité face aux chocs mondiaux. La situation au Bangladesh est marquée par des vulnérabilités et des défis préexistants, notamment sur le plan économique et de l'emploi. Cela aggrave évidemment la situation budgétaire et risque d'affaiblir la balance des paiements courants, notamment en raison du surcoût des importations. Une situation décrite comme une urgence budgétaire pour le Bangladesh qui cherche des aides financières d'urgence auprès du FMI et de la Banque asiatique de développement. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps d'un martyr ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, ce génocide a fait 72 737 martyrs et 172 539 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et ce dimanche, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés suite à des frappes des forces de l'occupation sioniste au centre et au sud de la bande de Gaza, notamment dans le camp de Marazi et dans le quartier d'El Amal à Khan Younes. Et parmi ces victimes figure le chef de la police criminelle de Khan Younes et son assistant tombés en martyr lors d'une frappe des forces de l'entité sioniste qui a ciblé leur véhicule. Les habitants de Khan Younes ont tenu à leur rendre un dernier hommage. Le cessez-le-feu fragile que le monde croit en vigueur dans la bande de Gaza est pourtant le théâtre quotidien d'attaques ciblées et d'assassinats lâches contre notre population. Depuis le début de ce cessez-le-feu, les frappes se poursuivent. Chaque jour, nous perdons des enfants, des personnes âgées, des jeunes. L'occupant veut semer le chaos dans l'enclave et ruiner toute chance de maintenir la paix sociale sur cette terre, paix que nous recherchons depuis le début de la guerre, afin de la préserver. Mais ils ont attaqué les forces de sécurité et de police pour semer le chaos parmi les citoyens. L'entité sioniste poursuit également son agression contre le Liban en violation du cessez-le-feu en vigueur. Le bilan des victimes depuis le 2 mars dernier s'élève à 2846 martyrs. Chaque jour, des Libanais font leurs adieux à leurs proches tombés en martyrs, particulièrement au sud du pays. Que dirions-nous? Que dirions-nous des massacres répétés contre ces innocents, ces civils, ces croyants sincères qui s'accrochaient à leur terre? Hussein, que Dieu ait son âme, s'accrochait à ses terres et ses enfants s'accrochaient à leur terre.
En Algérie, à présent, les travaux de la 12e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce organisé par le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement ont pris fin ce dimanche donc à Alger. L'événement s'est tenu en collaboration avec l'Union africaine, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECAF, sous le slogan « Ensemble, ouvrant les marchés ». Cette 12e édition a été marquée par une large participation d'acteurs économiques, d'experts internationaux ainsi que des représentants de plusieurs institutions financières et de développement du continent. Je vous en parlais en titre à l'occasion du 53e anniversaire de la création du Front Polisario. Le peuple sahraoui commémore plus d'un demi-siècle de lutte politique et de résistance pour l'autodétermination. Entre engagement diplomatique, présence sur la scène internationale et attachement aux revendications nationales, cette date rappelle la continuité d'un combat que les Sahraouis ont toujours considéré comme étant au cœur des enjeux pour l'avenir du Sahara occidental. Maria Schouyer. Il y a 53 ans, le 10 mai 1973, naissait le Front Polisario, mouvement politique et militaire créé pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Depuis cette date, la question sahraoui est entrée dans une nouvelle phase, portée par le combat politique et la mobilisation sur le terrain, avec pour objectif de préserver l'identité nationale sahraoui et de faire entendre la voix du peuple sahraoui sur la scène internationale. Cette année, la commémoration intervient dans un contexte marqué par la poursuite des tensions au Sahara occidental et la reprise des affrontements après que le Maroc ait rompu l'accord de cessez-le-feu en 2020 avec l'agression militaire menée par l'occupant marocain dans la zone tampon de Guerguerat. À travers les camps de réfugiés, les territoires sahraouis et la diaspora, les Sahraouis réaffirment leur attachement au Front Polisario en tant que représentants légitimes de leur cause et soulignent leur volonté de poursuivre leur mobilisation politique et diplomatique. Au fil des décennies, le Front Polisario met en avant plusieurs acquis diplomatiques, notamment la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique par plusieurs États et son élection au sein de l'Union africaine en tant que membre fondateur. Parallèlement, les dirigeants sahraouis appellent la communauté internationale et les Nations unies à intensifier leurs efforts pour parvenir à une solution juste et durable au conflit, tout en dénonçant les violations des droits humains dans les territoires occupés. Cette commémoration constitue également un moment de rassemblement pour les Sahraouis, qui réaffirment leur attachement à l'unité nationale et à la poursuite de leur combat politique pour l'indépendance. 53 années de lutte politique et de combat continu, le Front Polisario affirme que la question sahraoui demeure au cœur des enjeux internationaux, dans l'attente d'une solution répondant aux aspirations du peuple sahraoui. Je vous en parlais également en titre dans le conflit russo-ukrainien. Le président russe a accusé les soutiens de l'Ukraine d'être responsables de la prolongation du conflit. Vladimir Poutine a souligné que cela touchait à sa fin sans pour autant sous-estimer la gravité de la situation alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie. Ils ont promis leur aide et ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave. D'abord, ils s'attendaient à ce que la Russie subisse une défaite écrasante. Nous savons très bien qu'ils prévoyaient l'effondrement de l'État en quelques mois. Cela ne s'est pas produit. Et ensuite, ils se sont embourbés dans cette situation et sont désormais incapables d'en sortir. Bien qu'il y ait certainement des personnes intelligentes là-bas et qu'il y en ait qui comprennent sans aucun doute l'essence de ce qui se passe, j'espère que ces forces politiques reviendront progressivement au pouvoir ou qu'elles prendront le pouvoir entre leurs mains avec le soutien de l'écrasante majorité des pays européens. Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé que l'Union européenne cherchait à établir des contacts avec la Russie, ajoutant que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder serait la personne idéale pour une éventuelle médiation.
Personnellement, je préfère l'ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Schröder. Autrement, laisser les Européens choisir un dirigeant en qui ils ont confiance et qui n'a pas dit de choses désagréables à notre sujet. Je vous en prie, nous n'avons jamais été fermés aux négociations. Jamais. Entamé avec les Espagnols et les Français, le débarquement des passagers et membres d'équipage du MV Andius où a été détecté un foyer d'hantavirus. C'est échelonné toute la journée de dimanche aux Canaries. Les évacués rentrant progressivement en avion vers leur pays. L'opération doit s'achever demain. L'Organisation mondiale de la santé a recensé 6 cas confirmés d'hantavirus parmi 8 cas suspects, dont 3 personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu. Toutefois, tout est bien géré selon le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui supervise les opérations en coordination avec les autorités espagnoles. Au Pakistan, à présent, au moins 15 agents de police ont été tués dans l'attaque menée par des hommes armés qui ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle de la police dans le nord-ouest du pays avant d'ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. Les assaillants ont aussi utilisé des petits drones selon des responsables sécuritaires locaux. Agriculture, je vous en parlais en titre, direction Batna dans l'est de l'Algérie où le 6e festival cinématographique international Imadrassen ne se contente plus des salles obscures et s'invite désormais à Ngawes pour une escale chargée d'histoire. Une immersion inédite pour des cinéastes venus des 4 coins du monde, désormais ambassadeurs d'un patrimoine millénaire. Entre mémoire et modernité, ce rendez-vous s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur d'attractivité algérienne. Reportage Fella El Aili, récit Mohamed Amin Aberkan. En marge des projections officielles, le Festival international du film Imadrassen a convié ses participants à une immersion mémorielle au cœur de la cité antique d'Ngaous. Entre vestiges séculaires et panoramas historiques, cinéastes et créateurs internationaux ont exploré un patrimoine d'exception, illustrant la destinée culturelle de cette région millénaire. Cette expérience a dépassé le cadre de la simple halte historique pour s'affirmer comme une immersion au cœur de l'identité du site où la dimension historique s'articule avec les enjeux artistiques et mémoriels. J'ai vu le musée et le musée c'est fantastique parce que la présence de tous ces mosaïques d'une finesse incroyable, ça c'est un vrai trésor. On voit très bien l'axe de la ville, qui était une ville bâtie par Traiano, donc c'est le 100 après Jésus-Christ. Donc c'est déjà un miracle d'avoir quelque chose de si immense. C'est super beau. Je ne m'attendais pas à découvrir un site historique riche en mosaïques dans un endroit comme celui-ci. Et ici, nous avons un guide qui nous explique tout, ce qui aide énormément à mieux comprendre la culture. Cela encourage vraiment les gens à venir visiter l'Algérie, notamment Timgad. L'Algérie est un beau pays. Son histoire est riche et ancienne. Tout cela doit être valorisé. Les participants ont salué l'esthétique et la dimension mémorielle du cadre, réaffirmant la pertinence de tels projets qui conjuguent l'art cinématographique au rayonnement du patrimoine et de l'héritage culturel. C'est un sentiment très particulier d'être présente dans un lieu aussi chargé d'histoire que celui-ci. Découvrir différentes cultures est pour nous en tant qu'Arabes quelque chose de très intéressant, car nos pays reposent tous sur des héritages romains, grecs et antiques.
En Palestine et en Jordanie aussi, nous avons des vestiges romains. À chaque fois que je visite un pays différent, je découvre de nouvelles choses. Ici également, j'ai trouvé des éléments différents de ce que nous avons chez nous. Et c'est justement ce qui rend ce festival spécial. Il nous permet de découvrir la culture propre de la région de Batna. C'est toujours impressionnant lorsqu'on vient ici parce que, en fait, on revit un petit peu cette époque. Lorsqu'on touche les pierres, on touche tout ce qui est civilisation, qu'elle soit romaine ou autre. Et c'est vraiment impressionnant d'être sur ces terres en sachant que voilà, il y a eu des gens qui ont existé ici. À travers ce type d'activité, le Festival international du film Imadrassen continue de célébrer le cinéma tout en mettant en lumière la richesse historique et culturelle de l'Algérie. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.